bonsoir, il y a de la bonne humeur, ça fait plaisir. Bah oui, il y a de la bonne humeur, mais enfin, le moment est un petit peu terrible pour le sport. Mon cher Bertrand, Deschamps a-t-il dû battre le rappel pour motiver ses troupes, sachant que les Français donc, ont estampillé leur billet, validé leur billet vendredi donc, aux Pays-Bas? Est-ce qu'il y a un danger de prendre un peu ce match un peu par-dessus la jambe? Non, parce que c'est un adversaire qui est pris au sérieux, compte tenu de leur dernière performance. Même s'ils ont perdu contre les Espagnols, ils ont livré une belle prestation. La campagne de qualif se passe bien, donc chacun est au courant et averti de la qualité de l'adversaire. Et en plus, on va y venir sur la composition d'équipe d'ici quelques instants, mais il y a des joueurs, pas tous certes, mais qui jouent une grosse carte pour l'Euro à venir. Donc évidemment que ces matchs amicaux, coincés, entre des rendez-vous importants en club, on sait qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine, c'est toujours délicat à aborder pour les joueurs, mais ça c'est valable un petit peu pour tous les matchs. Mais non, l'heure est au sérieux. Ok. Dans quelques minutes, on revient avec vous, Bertrand. Je suis désolé, moi aussi je suis un peu surpris parce que la pub part tout de suite. Voilà. Bertrand, on continue cette discussion, on va marquer une courte pause et juste après, on retrouve Bertrand du côté de Lille pour France-Écosse de demain. A tout de suite. Mes amis, retour sur le plateau de l'équipe du soir. Nous sommes à la veille de France-Écosse. On retourne à Lille pour y retrouver notre envoyé spécial, donc Bertrand Latour. Bertrand, est-ce que vous êtes là? Je vois que la briquette rouge. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas bouger. Didier Deschamps, il fait une mise en place ce soir. Vous connaissez un petit peu l'esprit de ma question? Oui. Mais oui, bien sûr. Ouais. Quand on voit quand on arrive à l'entraînement et qu'on voit les cages, ça veut dire qu'il y a une mise en place et là on est content. Les journalistes, la composition probable toujours de l'équipe de France avec Mike Maignan dans les cages, lui qui était en conférence de presse, arrière droit, Jonathan Klaus pour ce qui est des défenseurs, on va retrouver Benjamin Pavard dans l'axe, cette fois associé à Ibrahima Konaté, arrière gauche Théo Hernandez pour ce qui est du milieu de terrain de Madrilène, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, 3 même, puisqu'il vit à Madrid, lui aussi Antoine Griezmann au poste de relayeur droit, et pour ce qui est des attaquants, la ligne qu'il a pu se changer par rapport au match face aux Pays-Bas, de droite à gauche, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Kicks. Ok. Giroud donc en pôle pour débuter plutôt que Marcus Thuram. Vous validez ou vous regrettez? Eh bien, c'est le débat du Minuit Info. Lançons le jingle, s'il vous plaît, en régie. Vous validez, Étienne Moati. Oui. Vous regrettez, Régis Tesselin. S'il vous plaît, Étienne. Attention, Étienne. Votre temps imparti. Ça m'a fait plaisir, mais c'est important de le dire. Ce qui fait plaisir, c'est ça, Étienne. Allez, vous êtes averti. Président, regret ou pas? Moi, je suis 100% d'accord avec Régis. Étienne a raison. Hein. Pour moi, Giroud reste devant tout le monde, mais moi, je suis d'accord avec Régis dans le sens où j'aurais aimé voir sur un match amical comme celui-là, face à une belle équipe d'Écosse, voir un petit peu Marcus Thuram être titulaire dans cette équipe-là par rapport à tout ce qu'a dit Régis, le chemin qu'il a fait, et on a envie de voir s'il est capable de peut-être amener quelque chose de plus que Kolo Muani n'arrive pas à amener jusqu'à présent. Quoi. Mais pourquoi vous ne dites pas ça sur d'autres joueurs? Pourquoi c'est avec Giroud que vous vous posez cette question? Parce que c'est un poste quand même assez particulier là. Ah bon? Les autres postes Non mais avant-centre, ça fait un moment qu'on dit que Giroud est peut-être il y a 6 joueurs, à part Giroud qui vont faire les 2 matchs. Oui. Non, mais donc Giroud, il faudrait qu'il en fasse 0. Mais juste parce que c'est le meilleur buteur de France. Non mais là c'est un match amical, c'est pas un match officiel. Oui, mais pourquoi tu te dis pas ça pour les autres? Pourquoi Mbappé doit pas sortir? On peut se le dire pour d'autres postes, rassure-toi. Moi je me le dis pour Giroud, je me le dis pour le milieu de terrain, t'inquiète pas. Il n'y a pas que mais là le débat n'est pas sur la concurrence qui pose question. Et puis ils ont 10 ans d'écart. Il faut quand même préparer un peu l'avenir. Et préparer l'avenir sans essayer les joueurs, c'est plus difficile quand les essais. Régis, préparer l'après-Giroud quand on sélectionne Giroud. Est-ce que c'est difficilement audible comme argument? C'est pas un débat. On te sélectionne, mais on sait ce que tu vaux, tu vas aller sur le banc. Ce qu'il dit, Régis, c'est que c'est pas un débat de concurrence. Aujourd'hui, Giroud est numéro 1. Indiscutable. Mais ça dépend, il y a quelques semaines, on nous expliquait que le numéro 9 des Bleus, c'était quoi? Explique-moi, donc Giroud. Donc Giroud, il est numéro 1, mais il ne doit pas jouer. En fait, lui, il joue jamais parce qu'il est numéro 1. Non, mais la logique, on expliquait. C'est absurde. C'est absurde, c'est débile. Combien de matchs tu as pour tester un autre 9? Mais pourquoi tu testes un autre 9 puisque lui, il ne doit même pas faire un des 2 matchs? C'est pas si vrai que Giroud est numéro 1. Sur les qualifs, moi, je ne le vois pas numéro 1, Giroud. Non, en 2023, c'était 6 matchs pour Kolo Muani. Quand on voit, déjà, Giroud, pour moi, il est numéro 1, mais quand on voit jouer les autres, il est encore plus numéro 1. Il est numéro 1 de parler faits. Oui. Voilà. Jusqu'à présent, c'était pas lui qui était décidé. Mais c'est un poste trop important. Moi, je le regrette aussi parce que je me dis, quand même, en plus, c'est un profil. On disait, t'as pas le profil de Giroud, machin. Ben là, t'as quelqu'un qui aura peut-être un peu ce profil-là, du coup. Et dans un match
officiel, mais où il n'y a pas vraiment d'enjeu pour tester quelqu'un. C'est combien de matchs toi pour tester un peu et donc Antoine Griezmann, donc il a fait 81 matchs de suite, mais Giroud, il devrait même pas en faire 2 d'un simplement de 2 matchs. Et Colomboigny, tu lui donnes sa chance 6 fois d'affilée, mais Marcus Thuram, tu lui donnes jamais sa chance. Et la prochaine fois, à la place de Colomboigny qu'on a testé et dont on a vu la prochaine fois, que c'est pas un œuf, qu'il n'était pas bon en club, qu'il n'était pas bon en sélection, et ben tu testeras plutôt Thuram, mais tu vas expliquer à Olivier Giroud que tu viens en sélection sur un rassemblement de 2 matchs, tu es le meilleur avançant de français, tu as tout prouvé, les autres sont pas bons, mais c'est toi qui vas pas jouer. Il rentrera une demi-heure et il marquera un but, voilà, on la connaît l'histoire. Bah non, mais Deschamps il pense comme moi, il le met. Bertrand Latour, arbitrer nos duels, vous êtes peut-être mieux placé pour être dans la tête de Didier Deschamps. Quel argument, quel critère voulez-vous mettre en valeur ? Déjà, effectivement, vous dire que ces derniers temps, celui qui était titulaire dans l'esprit de Didier Deschamps, c'est Randal Colomboigny, puisque sur le précédent rassemblement, le match le plus important, c'était pas le plus glamour, c'était contre l'Irlande, et le match moins important, il était plus prestigieux, mais en Allemagne, match amical, et Colomboigny a commencé le premier, et c'est Giroud qui a joué le deuxième. Pour le reste, moi, je comprends vraiment, je suis d'accord avec ce que disait Régis, validé par Johan aussi. Moi, je trouve qu'on a beaucoup vu Colomboigny, il n'a pas été très bon, et Olivier Giroud, c'est une valeur sûre, il est très performant, on le sait, donc ce match demain ne nous apprendra rien à ce sujet, et c'est vrai que voir Marcus Thuram en bleu, qui a été très rarement titulaire, ça aurait été une perspective intéressante. Ceci étant dit, l'argumentaire d'Étienne n'est pas maladroit non plus, dans la mesure où c'est vrai que Giroud, il est très bon, c'est le meilleur buteur des Bleus, et sous prétexte que les autres sont nuls, et que lui, on sait on connaît son niveau, on lui dit, en fait, on essaye tous les autres à ta place, parce qu'on cherche le successeur ou quelqu'un qui pourrait être une base solide. Donc c'est un choix qui n'est pas évident. Je vais faire le Suisse pour une fois, c'est pas très loin de la Savoie. J'espère que Giroud fera la première et que Marcus Thuram aura une mi-temps. J'aimerais bien qu'il ait vraiment une mi-temps pour qu'on puisse s'étalonner un peu sur son niveau en équipe de France, parce que honnêtement, ce que fait Colomboigny pose question quand même, quoi qu'en dise le staff de l'équipe de France. C'est pas tout à fait pareil, ça veut dire que Thuram n'est pas titulaire. Tu vois, on a vu aussi sur le poids des épaules de Colomboigny que de rentrer pendant le match ou d'être titulaire, t'as pas la même notion de l'approche du match. Et puis depuis quand c'est infamant d'essayer un joueur, un poste important en équipe de France sur un match amical? C'est toujours fait, non? C'est toujours fait d'essayer un joueur un poste important. Donc pour toi, le seul poste important, c'est le poste d'avant. Mais non, mais on parle de ça, le débat est sur Giroud, Étienne. Les 10 autres postes, bah oui, mais on parle de Giroud. Excuse-moi, on peut élargir un petit peu, justement. Comment expliquer, je me répète un petit peu, mais comment expliquer qu'il fasse 0 match et les autres ils fassent les 2? De mauvaise foi, on le sait, mais là, c'est abusé. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un maître et il est là devant moi. Le producteur de l'émission, Jomikou. Non, mais ça veut dire que Giroud, c'est quand même le point d'interrogation pour savoir pour l'avenir. Là, même ça fait un paquet que vous me la servez celle-là. Après le mondial, et ça fait un paquet de temps que c'est le mondial, on se posait la question, est-ce qu'il pourra continuer? Non, après l'Euro, on se posait la question. Oui, on sait. Après l'Euro, le dernier Euro, on se posait la question, il devait sortir. On sait qu'il peut le faire. Mais maintenant, qui c'est que tu mets si un jour il y a un problème? C'est ça la question. Là, Colomboigny, il a été testé. Moi, je me dis pourquoi tu ne mettrais pas Marcus Thuram? Jusqu'à l'Euro. Surtout que depuis qu'il est arrivé à l'Inter, c'est pas comme Colomboigny où tu sens qu'il y a le poids aussi du PSG. Là, il est arrivé à l'Inter. Thuram passe un cap et il le passe très très bien. Il s'est élu en équipe de France. Jusqu'à l'Euro, en fait, il ne faut pas faire jouer Olivier Giroud. Sur le parce que dans ce cas-là, mais Mbappé, pourquoi on le fait jouer? Parce que Mbappé, on est sûr de lui. C'est un mec qui marque des buts en équipe de France. Donc on le laisse tranquille, on en teste d'autres jusqu'à l'Euro, puis on le verra, puis on mettra Mbappé à l'Euro. C'est complètement ridicule, c'est un raisonnement un peu. Non mais tu sais très bien que l'erreur de départ, en fait, c'est la composition face aux Pays-Bas, parce qu'effectivement, Colomboigny, il y a beaucoup de gens qui restent sur ce qui s'est passé à la Coupe du Monde sur 2 matchs, et même pas 2 matchs inventés, bien évidemment, sauf que depuis, l'après est décevant. Oui. Et sur le premier match, dans ce cas-là, il fallait soit peut-être rester sur Giroud, qui est le numéro 1 par rapport à ce qu'il nous donne, même si dans la tête des Bleus, et Bertrand l'a expliqué, c'est pas le cas, ou Marcus Thuram, parce qu'en club, c'est ça aussi qui compte. En club, Marcus Thuram, il a pris l'ascendant, il est performant dans son nouveau club avec l'Inter, il marque. Colomboigny n'est pas performant avec le PSG et pour l'instant il est dans une période compliquée, que ce soit en équipe de France ou en club. Mais on parle de Giroud, je suis d'accord, mais moi je me pose la question pour d'autres postes en fait. Je veux dire, pourquoi on a encore le même milieu de terrain quasiment? Je veux dire, il y a un moment là, en fait qui prennent plus de milieu de terrain. Je veux dire, Camara, il va passer sa vie à venir en équipe de France pour regarder les installations. Ça sert à quoi? C'est comme le côté droit en fait. C'est qu'on met comment? Il est pas bon, on remet Dembélé, il est pas bon, on remet comment? Il est pas bon, on remet Dembélé, il est pas bon. Et ça va être ça pendant encore 4 ans. Colomboigny, après tu verras. On fait ça depuis des années. Non, mais le milieu de terrain, Chouameni, Camavinga, Griezmann, je suis désolé, tu veux sortir lequel? Mais enfin, c'est un match amical. Ils servent à quoi les autres? Pour le coup, t'es obligé de. Alors non. Alors on peut pas tester d'autres milieux de terrain. Si tu valides avec Camavinga, il a 20
20 ans, il est là pour 15 ans. C'est la pas révolution, comme ce soir. Giroud qui en a 37. Mais il y a Kamavinga, il jouait pas sur le premier match titulaire, donc il n'y a pas de souci. Mais donc les autres, ils vont passer leur vie à faire le nombre. Si on a le débat Si c'est sur un match Thuram, on peut amical, avoir le débat sur Camara aussi au milieu. Comment? Si on a le débat sur Thuram, on peut avoir sur Camara au milieu aussi. Bah oui, Il y a le même débat. pourquoi dans ce cas-là, il n'y a jamais de changement au milieu de terrain? C'est super le record de Griezmann, mais on sait qu'il sera titulaire à l'Euro, ça va, on a compris, a priori, il est bon, il est indispensable, etc. Donc demain, on le remet titulaire. Combien de matchs avant l'Euro? Et donc, moi je dis au milieu de terrain, Mais mais Camara, rentrez c'est chez plus vous. dans le rôle de Chouamini, devant la défense. Oui, non, mais en fait, c'est juste le principe. Non, mais je suis d'accord complètement avec toi, Et que rentrez tu chez pourrais vous, les essayer, garçons. tu pourrais essayer ces joueurs-là dans ces matchs-là, quoi. Parce que quand c'est des matchs importants, il ne faut pas les tester. Quand c'est des matchs amicaux, il ne faut pas les tester. Bon, bah, en fait, ils font juste le nombre et puis c'est très bien. Ils font les mises en place, les oppositions. Bertrand, quel extrait de conférence de presse retenez-vous? Alors, je vais juste reprendre un petit peu la main. Là, ce soir, je ne vous laisse pas le choix. Nous parlons de la polémique. Eh bien, allons-y, alors. On Allons-y. n'entend plus. Oui, allez-y. Allez-y, vous voulez réagir sur le débat qu'on est en train de finir. Ah, ça y est. Ouais. En deux mots, juste dire que l'entrée de Marcus Thuram, 11 minutes, certes, j'ai trouvé pas très bonne dans l'attitude. J'en ai pas parlé avec les gens de l'équipe de France, mais je pense que ça a pu être perçu de la même manière. Ils sont très vigilants quand même à savoir de la manière dont vous rentrez. Et ça, c'est à la décharge de ce que je disais tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il ait marqué beaucoup de points sur l'entrée dans l'investissement, pas sur la manière dont utiliser le ballon en 10 minutes. C'est très court. La deuxième chose, c'est que je me souviens d'un débat lors du dernier match perdu par la France, France-Allemagne. Est-ce la faute de Deschamps parce qu'il y a eu trop de changements, des changements forcés. Et donc quand il en fait pas beaucoup et qu'on a une équipe compétitive, certains, Karine notamment, lui reproche de jamais changer. Donc il faut savoir, parce que si on pompe demain avec une équipe B, ça va être encore de sa faute. Donc c'est pas évident quand même. La critique est aisée, mais l'arrêt est difficile. Ok, merci beaucoup. Non, mais c'était pas trop forcé contre l'Allemagne. Hein? C'était pas trop forcé contre l'Allemagne. C'était un peu fort. Il avait fait changer des joueurs et puis il y avait certains soutiens en disant c'est bien aussi d'essayer de nouvelles formules pour trouver des solutions, surtout sur les matchs amicaux. Non, je sais pas. Comme dit Karine, sinon tu le fais quand? Sinon tu le fais pendant les compétitions et puis le mec tu verras s'il répond ou il répond pas, quoi. Généralement, ça marche en plus en compétition. Oui, en plus ça marche. Donc finalement, il faut qu'il reste comme ça. De toute façon. Et puis De toute façon, c'est pas marche, exactement la même chose, l'Allemagne et l'Écosse. On avait dit aussi quand même qu'après l'Allemagne, ils avaient été battus par le Japon. On pouvait imaginer une réaction. Et effectivement, on a vu dès les premières minutes qu'il y avait une équipe qui était au taquet et une autre qui était un peu plus en dilettante, c'était l'équipe de France. Et les joueurs, j'étais notamment pas très emballé par le principe d'associer deux défenseurs centraux qui n'avaient aucune expérience en équipe de France, même s'ils se connaissaient en club. Là, j'ai pas demandé à ce qu'on change toute la ligne de cadre. J'aimerais que parfois, au milieu de terrain, il y ait des changements. Okay. Voilà, ce qui ne paraît pas être complètement fou pour un match amical. Bertrand rebondit en général. Je vous dis quel extrait en conférence de presse avez-vous choisi? Cette fois-ci, ce soir, je ne vous laisse pas le choix. On parle de la polémique Jean-Claire Todibo. Vendredi, à Amsterdam, pendant la minute de silence, le joueur remplaçant a eu un rire pendant ce moment solennel d'hommage. On va le voir, une minute en hommage aux victimes innocentes israéliennes et palestiniennes. Vous le voyez là, ce petit rire étouffé. Le joueur s'est invité en marge de la conférence de presse avec Didier Deschamps et Mike Maignan pour revenir expliquer ce qu'il a qualifié de rire nerveux. Écoutons-le. Je tenais à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu offenser avec ce rire nerveux. Je pense que c'est la moindre des choses, mais qu'il n'y ait pas de méprise là-dessus, car en aucun cas je me moquais de la situation, tout simplement. On était dans un contexte assez particulier. Dans les tribunes, on était au milieu des supporters adverses. Et en montant, tout simplement, il y avait des supporters adverses qui avaient fait certaines blagues. Et voilà, ce rire nerveux est sorti tout simplement. Certaines personnes m'ont dit que j'ai rigolé pendant cette minute de silence parce que je me moquais de la mort d'un professeur. Il faut savoir que ma mère travaille à l'éducation nationale depuis 20 ans, alors j'ai un énorme respect pour ces gens-là. Ça aurait très bien pu arriver à ma maman, tout simplement. Du coup, ça m'embête un petit peu parce que ça reflète une image qui n'est pas la mienne. Je pense être un garçon avec une très très bonne éducation et avec énormément de respect pour les gens que je peux avoir en face de moi. J'ai préféré venir ici et m'exprimer plutôt que de faire un communiqué, parce que je trouvais que ça avait plus de poids de vous parler de vive voix plutôt que d'écrire derrière un écran quelque chose qui aurait pu être rapporté par quelqu'un d'autre. Vous savez comment ça se passe la communication. Du coup, je préférais vous parler moi-même avec mes propres mots à moi et vous dire voilà la vérité tout simplement. On retourne à Lille et retrouver Bertrand Latour. Bertrand, j'ai beaucoup de pourquoi. Est-ce une affaire qui a fait du bruit en interne? A-t-il été sermonné par Didier Deschamps? A-t-il été conseillé par Didier Deschamps de prendre cette parole? Comment a été géré ça en coulisses? Avez-vous des informations à nous communiquer là encore?
Oui, forcément, c'est un événement qui a beaucoup fait parler au sein de l'équipe de France, parce que déjà, il a reçu aussi pas mal de soutien de la part de ses partenaires, parce qu'il s'en est suivi à la suite de cette vidéo qui a été virale, une tempête pour lui, comme ça arrive souvent sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de messages de haine à son encontre. Il a été touché par cette situation-là, donc ses partenaires lui en ont parlé. Il s'est excusé de lui-même hier à Lille, donc auprès du sélectionneur Didier Deschamps, et ensuite ils ont pris la décision. Lui, il avait envie de s'expliquer. Ensuite, avec la Fédé, ils se sont mis d'accord pour de quelle manière il était la plus judicieuse pour s'exprimer et présenter ses excuses, en tout cas clarifier cette situation-là. Mais oui, forcément, ça a beaucoup fait parler, parce que voilà, le joueur a été touché par ce qui lui est arrivé, parce qu'il y a eu beaucoup de messages insultants. Merci Bertrand. Est-ce que le sujet est clos? Je voulais vous faire réagir, cher chroniqueur de l'équipe du soir. À 14h15, j'ai bien regardé le chrono de l'équipe. Une information, Étienne Moati, le CNE, le Conseil national de l'éthique, demande à Todibo de s'expliquer. Est-ce que ce message-là et la communication de Todibo, est-ce que ça peut être lié? Forcément, de toute manière, il lui était demandé des explications. S'il n'y avait pas d'explications, s'il ne lui donnait pas les raisons, et que les raisons soient considérées comme suffisamment bonnes, eh ben, il était traduit, il le sera peut-être d'ailleurs encore, devant la commission de discipline de la fédération, et il risquerait donc une suspension. Donc de ce point de vue-là, il était un petit peu obligé de le faire. Peut-être qu'il en avait envie, mais il y était aussi obligé. Et le CNE a regardé les excuses de Jean-Claire Todibo? Est-ce que le CNE est convaincu de sa bonne foi? Je pense qu'il faudra qu'il aille un tout petit peu plus loin. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Très bonne soirée.